Bonjour, ici Benoît de la librairie Monet pour vous présenter les incontournables en littérature étrangère pour le mois de juin. Et on va commencer avec un grand retour en littérature. En fait, la première partie de 2023 aurait été il y a eu plusieurs de ces grands retours. Le plus notable ces dernières semaines était sans doute celui de Bret Easton Ellis, qui n'avait pas écrit de roman depuis une dizaine d'années. Cette fois, c'est Cormac McCarthy qui fait son retour avec Le Passager. Cormac McCarthy, dont le dernier livre, en 2008, c'était La Route, qui avait été un succès international, qui lui avait valu le prix Pulitzer. Ici au Québec, il avait obtenu le prix des libraires. C'est un livre qui a fait date, un livre assez particulier aussi dans l'œuvre de Cormac McCarthy, parce que l'écriture, en fait, son écriture assez foisonnante, pour laquelle il s'était fait connaître dans les 30 années précédentes. Cette fois-ci, c'était une écriture qui vraiment suivait le thème du livre, mon roman post-apocalyptique. Après 16 ans d'absence, donc, il revient avec un autre livre qui, s'il n'est pas post-apocalyptique, n'en est pas moins d'un grand pessimisme. C'est un homme de 90 ans McCarthy, qui a maintenant 90 ans, qui jette un regard sur l'état de la société, qui fait un genre de roman somme. C'est un roman qui flirte avec le polar, un genre de polar métaphysique, dans lequel on va trouver aussi bien des pages sur l'assassinat de John Kennedy que des pages sur la mécanique quantique. Et il va aussi nous parler de l'histoire de l'invention de la bombe atomique. Donc tout ça trouve son chemin à l'intérieur de cette intrigue qui, au tout début, met en scène Bobby West, le personnage principal du roman, dont le métier est de tenter de sauver des barges qui se sont enfouies dans le golfe du Mexique. C'est un plongeur, donc il va aussi travailler sur des plateformes pétrolières qui sont abîmées. Et il va obtenir, au début de ce roman, donc, le contrat d'aller enquêter sur un jet qui s'est abîmé donc, dans le golfe du Mexique. Il y avait 8 personnes à bord, un jet privé. Il va plonger et il va trouver donc les passagers toujours attachés à leur siège, mais il en manque un 8e. Et dans le cadre du roman, l'absence de ce 8e va pointer vers une théorie conspirationniste. Mais à partir de là, le roman va partir un peu dans toutes les directions. Et ce qui m'a beaucoup intéressé dans toutes les critiques que j'ai lues, c'est que tout le monde s'entendait pour dire que c'était un chef-d'œuvre, que c'était vraiment une œuvre testamentaire qui terminait de façon fantastique l'œuvre de Cormac McCarthy, mais tout le monde disait aussi que le livre, il y avait beaucoup de fils qui étaient tirés, mais que tout n'était pas toujours noué complètement. Et la raison pour laquelle tous les fils ne se nouent pas dans le roman, c'est que c'est en fait un diptyque. Donc, il y a Le Passager, qui est déjà paru, et d'ici 2 ou 3 semaines, donc vers la fin du mois de juin, paraîtra le 2e livre, Stella Maris. Stella Maris étant la sœur de Bobby West, donc qui est un des personnages du Passager. Mais dans le 2e livre, c'est elle le personnage principal. Le Passager fait plus de 500 pages. Stella Maris est un livre beaucoup plus court, concentré sur ce personnage et où plusieurs des histoires qu'on trouve dans le premier viennent trouver finalement leur finalité. Donc, il y a même une critique que j'ai entendue qui disait qu'en fait, elle avait trouvé la lecture du Passager un peu ardue, mais que si elle avait lu Stella Maris avant, elle aurait tout de suite beaucoup plus embarqué dans le Passager. Donc, à vous de voir si, vous avez envie de replonger dans l'univers du grand écrivain Cormac McCarthy, et si vous préférez peut-être, comme je vais le faire, attendre la parution de Stella Maris tout bientôt pour se lancer dans cette somme littéraire. Donc, Le Passager de Cormac McCarthy, c'est aux éditions de l'Olivier. Je vous parlais d'un polar métaphysique, d'un flirt avec le polar. Je vais carrément plonger dedans. En faisant un pas de côté, je ne vous parle jamais de littérature policière, mais comme présentement, nous n'avons pas de chronique qui s'y consacre, et que par ailleurs, j'aime de temps en temps me faire un plaisir en lisant un auteur que j'aime beaucoup dans le polar, c'est Dennis Lehane. Voilà, je me suis permis ce petit pas de côté. Dennis Lehane, qui n'a sans doute pas vraiment besoin de présentation, mais je vais quand même vous rappeler, parce que lui aussi, il effectue un grand retour. Ça fait 6 ans qu'il n'a pas publié. Et Dennis Lehane avait, au début des années 2000, publié une série de romans qui ont vraiment
fait grande impression. Le premier de cette série-là, c'était Mystic River, pour lequel il avait remporté le prix des libraires du Québec. Et c'était la première fois qu'un roman policier, qu'un roman de genre, remportait le grand prix littéraire, toutes catégories confondues. Et c'était, à mon sens, tout à fait mérité. Mystic River, pour moi, est un très grand roman. Il en a écrit d'excellents après aussi, Shutter Island, entre autres, adapté au cinéma par Martin Scorsese. Il avait ensuite fait une genre de trilogie qui était un petit peu plus, bon, c'était criminel, mais il y avait aussi, il y avait du crime, mais c'était aussi beaucoup un genre de fresque historique à partir du début du 20e siècle. Cette fois, précisant, il revient carrément dans ce qu'il fait, à mon sens, de mieux, le polar très noir, avec le silence, donc. Ça se passe en 1974 et à Boston, comme toujours chez Dennis Lehane, qui est natif de Boston. Et on oublie souvent que la ségrégation aux États-Unis, c'était pas uniquement dans les États du sud des États-Unis, mais dans les villes comme Boston, c'était tout à fait installé, ville catholique, irlandaise, quartier riche, quartier pauvre, séparés, quartier noir. Les quartiers pauvres noirs sont entièrement séparés des quartiers blancs. Et donc, il y a cette ségrégation et les gouvernements ont voté des lois pour que la déségrégation arrive et donc le busing va arriver. Le busing, c'est des étudiants du secondaire, d'écoles secondaires blancs, qui sont envoyés étudier dans les écoles secondaires noires et vice-versa. Or, les populations concernées, les Blancs en particulier de Boston, les Blancs pauvres de ce quartier, vont organiser une énorme manifestation parce qu'ils sont tout à fait contre cette déségrégation. Et au milieu de ces événements de l'été 1974, le personnage principal du roman, Mary Cat, qui est une femme qui n'a pas la vie facile, début de la quarantaine, elle a eu 2 maris, le premier était un criminel qui est mort, et donc elle s'est remariée et a été abandonnée par son deuxième mari. Son fils aîné est mort dans une overdose, et donc il ne lui reste plus que sa fille, Jules, qui est ce à quoi elle se raccroche dans la vie. Sa vie est organisée autour de sa fille qui a 17 ans. Et donc, un soir de cet été-là, Jules part avec ses amis et ne revient pas. Sa mère, donc paniquée, se met à enquêter et après quelques jours va parler à des enquêteurs. Et là arrive notre deuxième personnage principal, l'inspecteur, qui va donc faire l'enquête. Et le soir même où Jules est disparu, et là je ne vous vends pas un punch énorme, on est tout début du roman, un jeune noir va être retrouvé mort dans le métro de Boston, dans le quartier, Southie, où tout le roman se déroule. Et Lehane, comme dans ses meilleurs romans, mène tambour battant son intrigue policière, mais ce qui, moi, fait l'intérêt des romans de Dennis Lehane, c'est qu'il y a une épaisseur au-delà de la structure, là, je vous dirais, de la mécanique policière du roman. Ces personnages ont une épaisseur, on s'attache à Mary Cat, on s'attache à Bobby, l'inspecteur, et ça devient le roman, vraiment un roman social, autant qu'un roman policier. Et plus on avance dans le roman, plus on accélère la lecture parce qu'on veut absolument savoir ce qui va arriver, évidemment, à Mary Cat, qu'est-ce qui est arrivé à Jules, et ça nous donne aussi un portrait vraiment fascinant, je dirais, du racisme ordinaire de ces années-là et de la situation sociale aux États-Unis au début des années 70. Donc, c'est un grand roman policier, un grand roman tout court, à mon sens. Le silence de Dennis Lehane, c'est chez Gallmeister. Il y a quelques années, Jessie Burton, avec son premier roman, avait eu un très, très grand succès avec un roman historique qui s'intitulait Miniaturiste, qui se passait à Amsterdam au 16e siècle. Après quelques autres romans, elle a décidé avec La Maison Dorée de revenir à ses personnages à cette époque, donc à Amsterdam. Cette fois, on est au tout début du 18e, du 16e, et elle reprend le personnage de miniaturiste, donc Nella, et aussi, je dirais, ici et là dans le roman, le personnage de la miniaturiste, c'est donc ce personnage mystérieux, jamais vraiment révélé, qui tout au long de l'intrigue du premier roman envoyait des miniatures, des poupées aux personnages qui étaient autant d'indices sur le drame dans lequel ils étaient plongés. Ce personnage revient un peu en filigrane dans La Maison Dorée, donc le nouveau roman chez Gallimard de Jessie Burton, mais cette fois-ci, elle a décidé de raconter l'histoire
Donc, il y avait Nella, qui était le personnage principal du roman précédent. Elle a perdu son mari, habite donc dans cette maison à Amsterdam avec sa cuisinière, Otto, qui était leur serviteur, qui a été libéré de son esclavage, de son statut d'esclave, et donc vit librement chez Nella. Il a eu une fille avec une femme blanche, donc une jeune fille qui va devenir le personnage principal de ce roman-ci, Théa, qui, devenue presque une jeune femme, va tenter de faire son entrée dans la bonne société d'Amsterdam. Évidemment, sa mixité raciale va faire un scandale, va donc être une source de controverse. Et Nella, qui pourtant elle-même a vécu les affres de la vie d'une jeune fille qui la seule façon pour une femme à l'époque de s'en sortir, de se sortir de la pauvreté, c'était d'essayer de faire un bon mariage. Ben, ça ne lui a pas très bien réussi, mais pourtant, elle va essayer de tout faire en sorte pour que Théa puisse, elle, sortir de cette pauvreté, parce qu'évidemment, ils habitent tous ensemble dans cette maison. C'est déjà une situation inusitée pour l'époque, mais l'argent se fait rare, et donc, Théa devient la possibilité de se sortir de la pauvreté, sauf que Théa va tomber en amour avec un décorateur au théâtre, dans un théâtre d'Amsterdam. Donc, le drame va se nouer aussi à ce niveau-là. Et les critiques insistent bien pour dire que ce qui est intéressant, ce qui est vraiment très réussi dans ce roman, c'est que il n'y a pas d'anachronisme, c'est-à-dire pas de féminisme plaqué sur l'époque, mais plutôt un genre Jessie Burton essaie de montrer que très lentement, la situation sociale des femmes, mais c'est à l'époque des pas extrêmement lents qui vont se faire vers une libéralisation, mais évidemment à Amsterdam, dans une société ultra puritaine, c'est pas encore tout à fait à ce moment-là que ça va se passer. Donc, La Maison dorée de Jessie Burton, pour ceux qui ont, et les nombreux admirateurs de son roman miniaturiste, qui vont donc retrouver leur personnage dans ce nouveau roman publié chez Gallimard. Un nouveau roman du prolifique Marc Duguin, Tsunami, cette fois publié chez Albin Michel. Marc Duguin qui a plusieurs, je dirais, lignes. Il écrit aussi des essais, c'est aussi un cinéaste. Il fait du roman d'espionnage, du roman historico-politique. Et moi, dans sa ligne historique-politique, je trouve qu'il est un des meilleurs écrivains qui écrivent dans ce genre de roman-là. Et il avait fait, par exemple, La malédiction d'Edgar, La chambre des officiers, et un des romans, à mon sens, historiques les plus réussis de ces dernières années. Et je fais un petit pas de côté ici pour vous parler d'un livre de poche, ce que je fais pas souvent, et c'est même pas un nouveau livre de poche. Je vous en parle parce que ça s'appelle Une exécution ordinaire, et pour ceux qui ont aimé Le Mage du Kremlin, qui est un très bon roman, à mon sens, Marc Duguay avait écrit un encore meilleur roman sur les débuts de la Russie poutinienne. Et c'était vraiment un tour de force. Et Duguin a je dirais je ne sais pas si c'est un Nostradamus, mais il avait écrit à l'époque un roman qui montrait en fait le système poutinien, alors qu'à l'époque, tout le monde pensait que la Russie poutinienne, on pourrait s'en accommoder très bien, qu'elle entrait dans le concert des nations, faisait partie du G8, alors que Duguin décrivait que, en fait, non, cet homme-là n'allait pas dans cette direction vraiment, et il avait vu tout à fait juste. Dans Tsunami, après donc ce pas de côté que je vous ai fait pour vous présenter l'écrivain Marc Duguin, dans Tsunami, son intrigue se passe dans un futur assez proche, donc vers la fin des années 2020. Un nouveau président a été élu et il tient son journal quotidiennement et on a droit à ses réflexions. Et il écrit ceci, ce nouveau président. Mon prédécesseur, profondément néolibéral, était aussi rapidement devenu maître dans l'art de conjuguer savoir-faire, faire savoir et faire semblant. Le faire semblant s'ajoutant à un profond manque d'empathie pour le peuple, les ennuis avaient commencé après une période de grâce délicieuse, puis le peuple, le vrai, avait commencé à le détester. Alors, on voit bien que c'est un roman à clé sur la présidence d'Emmanuel Macron. Et ce qui est fantastique avec Duguin, c'est qu'encore une fois, ce roman qu'il a écrit l'an dernier était, je dirais, prémonitoire de tout ce qui s'est passé en France au niveau social depuis le début de l'année, avec la réforme des retraites, et la détestation profonde d'une très grande partie de la population française envers Emmanuel Macron. Donc, pour les gens qui aiment
le roman politique, le roman social, Tsunami de Marc Duguin. Comme Duguin le fait souvent, il est expert à nous montrer les ficelles du pouvoir et ses romans sont, pardonnez-moi le jeu de mots, toujours très bien ficelés aussi. Donc, Tsunami de Marc Duguin chez Albin Michel. Un nouveau livre d'un écrivain du Togo, un écrivain togolais dont j'avais lu un roman précédent qui avait remporté le prix. Attendez un petit peu que je ne vais pas me tromper dans le titre du prix. C'était le prix des 5 continents de la francophonie. Voilà, en 2008, c'était pour son roman Solo d'un revenant que j'avais lu et dont j'ai gardé un très, très bon souvenir. Kossi Efoui, c'est un dramaturge aussi, il fait du théâtre et est exilé en France depuis 1990. Le simple fait d'être écrivain à l'époque l'identifiait au Togo comme étant un ennemi potentiel du régime. Et donc, il a décidé de s'exiler. L'histoire de son départ m'a rappelé en filigrane Le cri des oiseaux fous de Denis Laferrière. C'est un genre de destin un peu semblable. Kossi Efoui donc va refaire sa vie à Nantes, en France, et aussi dans le milieu du théâtre. Et dans ce livre, qui est un roman autobiographique, un récit autobiographique cette fois-ci, Efoui nous raconte que sa mère l'a encouragé en 1990 à quitter. Elle lui a dit, littéralement, « Je préfère que tu sois vivant loin de moi plutôt que mort ici, dans ce pays, dans mes bras. » Et donc cet exil extrêmement difficile, il va avoir 3 enfants, il ne va plus jamais revoir sa mère. Et un jour, au Festival d'Avignon, son frère, il va recevoir un appel de son frère qui lui annonce que sa vieille mère, dans une violente confrontation avec la police, s'est retrouvée à l'hôpital, donc en très mauvais état. Et à ce moment-là, Kossi Efoui nous raconte, dans un état second, évidemment, il va devoir prendre la décision, est-ce que je rentre au pays après plus de 20 ans d'exil, avec quel danger? Mais c'est aussi le moment pour lui de faire un retour et de dresser le portrait de cette femme hors du commun qui lui a donné sa liberté pour devenir l'homme qu'il devait être, c'est-à-dire un écrivain, un dramaturge. J'ai très hâte de lire ce livre, Une magie ordinaire, de Kossi Efoui, c'est aux éditions du Seuil. Un autre récit, et non pas un roman, c'est un récit biographique de Pierre Assouline. Pierre Assouline, d'abord journaliste, ensuite biographe. On se souviendra sûrement de ses biographies qui ont fait date sur Hergé, sur Georges Simenon, entre autres. Et puis qui est devenu romancier, mais un romancier qui a toujours utilisé, je dirais, des sujets historiques. Que ce soit Lutetia, dans lequel il racontait à partir de l'hôtel le retour, l'hôtel Lutetia à Paris, le retour des camps de plusieurs intellectuels français, ou le château de Sigmaringen, dans lequel il racontait la fuite des intellectuels de droite, dont Louis-Ferdinand Céline. C'est un spécialiste de l'occupation, Pierre Assouline, et dans ce nouveau roman qui s'intitule Le Nageur, chez Gallimard, il nous raconte l'histoire d'Alfred Nakache, qui est un champion de natation, qui est un Algérien, juif séfarade, qui arrive en France au début des années 30, qui va donc devenir champion de natation et qui va participer aux Jeux olympiques de 1936 à Berlin. Il va arriver 4e dans la compétition et qui, au moment où la France perd la guerre contre l'Allemagne, au moment du début du règne de Vichy, du maréchal Pétain, va s'engager aussitôt dans la résistance et 3 ans plus tard va être dénoncé. Et ce que Assouline révèle dans ce récit, c'est que la personne qui l'a dénoncé, c'était son adversaire le plus acharné comme compétiteur en natation, et qui va donc dénoncer Nakache, qui va se retrouver dans un premier temps à Auschwitz avec sa femme et sa fille. Sa femme et sa fille vont tout de suite être envoyées dans les chambres à gaz, alors que lui va être envoyé à Buchenwald. Il ne saura pas que sa femme et sa fille sont mortes jusqu'à son retour de France. Et immédiatement, il va se remettre à l'entraînement et reparticiper aux Jeux olympiques de 1948. C'est donc le récit tout à fait hors du commun de cet homme, mais aussi évidemment de ces 2 années à Buchenwald, de comment il a pu passer à travers cette épreuve, et non seulement passer à travers l'épreuve, mais reprendre la compétition et vivre sa vie jusqu'au début des années 80. Donc Le Nageur de Pierre Assouline,
c'est aux éditions Gallimard. Un premier roman d'une écrivaine franco-allemande, Bettina Wohlfahrt, Le temps des faussaires, chez Liana Levy. On est encore dans la guerre et l'occupation, mais cette fois-ci non pas à travers le biais du sport, mais le biais de l'art. Un personnage complexe, je vais essayer de ne pas m'enfarger dans les fleurs du tapis en vous racontant cette histoire. C'est l'histoire donc de Victor, qui, en Allemagne, jeune homme, se prend de passion pour l'art et devient copiste, c'est-à-dire que son travail consiste à refaire à l'identique des grandes œuvres d'art. Et son plaisir à lui, c'est évidemment dans le processus de la reconstitution de ses œuvres, de comprendre la technique des écrivains, mais aussi le contexte de l'œuvre. Et il réussit à créer donc littéralement des faux. Et en 1936, il va décider de partir pour Paris et, utilisant ce talent, va changer d'identité et devenir Isidore. Et Isidore, à Paris, va donc faire carrière comme copiste dans le milieu de l'art jusqu'à ce que la guerre commence. Et là, l'Allemagne va le rappeler en Allemagne. Il va redevenir Victor. Et là, l'histoire va prendre une tangente vers, toujours dans le domaine de l'art, vers la spoliation des œuvres d'art des Juifs qui sont envoyés dans les camps. Et quel est le rôle de Victor Isidore dans tout ça? C'est évidemment au cœur du roman, et tout ça est révélé par le fait que sa fille, Caroline, va trouver après-guerre les carnets que tenait Victor à Paris et pendant la guerre, où il tente de s'expliquer avec lui-même, d'abord dans ce travail de copiste, ensuite dans cette volonté de changer d'identité, et puis dans ce rôle tout à fait douteux de la spoliation des œuvres d'art. Donc c'est un roman, bien sûr, sur les liens filiaux, sur la Deuxième Guerre mondiale, sur l'art, un roman touffu, mais dont les critiques sont vraiment magnifiques. Le temps des faussaires, Bettina Wohlfahrt, c'est aux éditions Liana Levy. Et puis je termine rapidement avec des romans. On reste dans le domaine de l'art, mais cette fois-ci dans le domaine du cinéma. Vous avez peut-être entendu parler, il y a 4 ou 5 ans, d'un documentaire que moi j'avais vu à la Cinémathèque québécoise, un documentaire sur Alice Guy. Alice Guy, c'est la première femme cinéaste qui a tourné le premier film qu'une femme ait tourné une année après l'invention du cinématographe en 1896. C'est aussi la première femme, la première cinéaste tout court qui a tourné un film de fiction. Et cette femme va très rapidement prendre la tête des plus grands studios de cinéma au monde à l'époque, bien avant Hollywood. C'était les studios Gaumont à Paris. Et pendant 10 ans, va être la présidente des studios Gaumont. Va vivre une vie assez rocambolesque, vivre aux États-Unis, participer en Californie à l'établissement, à l'invention de l'industrie du cinéma. Et pourtant, cette femme, jusqu'à il y a 4 ou 5 ans, elle demeurait à peu près inconnue. Et Céline Zuffré, romancière, a décidé de s'emparer de ce sujet et d'en faire un roman. Et ce qui est original, c'est que sa démarche, elle a décidé d'inclure de la fiction dans la vie d'Alice Guy, mais une fiction qu'elle est allée chercher carrément dans les mémoires d'Alice Guy, parce qu'Alice Guy a écrit ses mémoires, dans lesquelles elle racontait, par exemple, les projets qu'elle aurait aimé mener à terme, mais qui ne se sont pas faits. Et Céline Zuffré a décidé de prendre la liberté d'inventer que, par exemple, Alice Guy, qui voulait tourner un film de son ascension sur le Mont Blanc, mais qui n'a pas réussi à le faire, tournerait ce film. Donc, le roman, qui est bien sûr basé sur des faits véridiques, est parsemé comme ça d'inventions romanesques. Et Céline Zuffré, en fait, son point de vue, c'est que tous les grands personnages de l'histoire de l'art ont une légende, alors que Alice Guy a été pratiquement effacée de l'histoire. Et donc, dans son roman, elle redonne sa place à Alice Guy, mais essaie aussi de constituer, via la fiction, une légende basée sur non pas des faits, mais des choses qu'on retrouve dans les mémoires d'Alice Guy. Donc, ça s'intitule Nitrate, sur les traces d'Alice Guy. C'est aux éditions Gallimard, de Céline Zuffré. Et je termine avec un roman publié au début des années 2000, mais qui nous arrive seulement maintenant en traduction, de Massa Mohebali, une jeune femme à l'époque qui écrit un roman sur les premières révoltes
de la jeunesse iranienne. On a un peu oublié qu'à la fin des années 2000, en 2008-2009, les premiers grands mouvements sociaux en Iran, la jeunesse était déjà évidemment à l'avant-garde de ces mouvements de protestation. Et Moheb Ali a écrit ce roman, Téhéran Trip, aux éditions La Croisée, l'histoire d'une jeune femme qui, le jour où se produit un assez important tremblement de terre, dans le chaos qui s'ensuit, va se déguiser en garçon pour fuir le diktat du hijab, pour pouvoir circuler librement dans la ville. Et elle rêve, elle, de contre-culture, de se joindre aux étudiants qui qui tentent de constituer un genre de contre-culture tout à fait moderne dans l'Iran des mollahs, et va passer une journée complètement folle donc dans ces milieux, et ce qui permet à Moheb Ali de nous décrire ce milieu contre-culturel iranien et de montrer comment ces mouvements dans les années 2009-2010 ont posé peut-être le socle sur lequel la révolte qui a cours depuis l'automne 2022 en Iran a pu se constituer. Donc, les critiques que j'ai lues de la parution en anglais du roman étaient toutes dithyrambiques. On parlait beaucoup, par exemple, de Bret Easton Ellis, le genre de Bret Easton Ellis à l'iranienne. Et en France, où le livre est paru le mois dernier, les critiques parlent d'une Virginie Despentes iranienne, d'un Vernon Subutex de Téhéran. Donc, c'est très certainement une découverte à faire. J'ai très hâte de le lire moi-même. C'est Téhéran Trip aux éditions La Croisée, le roman de Mahsa Moheb Ali. Et c'était, voilà, les incontournables du mois de juin. Je vous reviens le mois prochain. À bientôt. Bonjour, mon nom est Stéphanie, je suis libraire à la librairie Monet et aujourd'hui je vous présente les incontournables de la littérature québécoise pour le mois de juin. Je débute avec Yogi Stripper de Marie-Claude Renaud aux éditions La Mèche, mais dans la collection Flamèche, qui est une nouvelle collection qui va, en fait, ils vont publier des titres un peu audacieux, qui sortent un peu des sentiers battus. Celui-là sort quand même des sentiers battus parce que c'est un récit autobiographique autour de la vie de l'autrice qui, pendant 10 ans, a travaillé dans les clubs de danseuses, donc comme danseuse. Et en même temps, en parallèle, était aussi prof de yoga. Donc, on voit bien le parallèle entre les deux qui est quand même assez, loufoque, si je peux me permettre. L'autrice a voulu, par cette autobiographie-là, vraiment venir désamorcer les préjugés face à tout l'univers des danseuses nues, puis aussi par rapport à l'univers du yoga, en fait, parce que souvent on va penser que dans les endroits de yoga où on va promouvoir toutes les formes de bien-être, puis qu'on va avoir toujours une bonne foi. Mais finalement, elle, ce qu'elle dépeint, c'est que c'est plutôt des milieux, des fois, où il peut y avoir une certaine toxicité, là, où, en fait, le paraît, puis une certaine hypocrisie, finalement, puis contrairement justement au club de danseuses où c'est tout à fait l'inverse, en fait. Elle se sentait plus libre, là, comme coach de yoga. Donc, on a vraiment affaire à son quotidien. Elle utilise une écriture qui est quand même assez crue, assez franche, donc elle fait pas de détour. Je trouvais le sujet intéressant, donc je voulais vous présenter. On continue avec un roman aussi plutôt cru et authentique. Grande B au passé simple d'Hakim Gagnon, qui est son deuxième roman. Il y en avait écrit un juste avant qui s'intitulait Cigare au bord des lèvres, donc vous voyez le portrait, là, c'était quand même assez cru, puis un brin vulgaire. Celui-là est beaucoup moins vulgaire, beaucoup plus personnel, parce que en fait, l'auteur a tenu à faire un hommage à son père, de manière toujours dans l'humour. Puis en fait, il va parler donc de son passé, alors qu'il était adolescent, qu'il habitait dans une maison mobile à Grande-Bay, avec un père très aimant, donc pas nécessairement la figure du père qui est souvent projetée en littérature québécoise, là, du père absent, mais cette fois-ci plutôt du père trop présent ou un petit peu trop envahisseur, toujours en train de lui dire je t'aime, assumer ce côté-là de lui, très aimant, mais aussi très anxieux, qui avait beaucoup de blessures d'enfance qui finalement projetait constamment sur ses deux enfants parce que l'auteur a un frère aussi dont il est question dans le roman. Donc, c'est vraiment de tracer un portrait assez touchant de son père pour en même temps essayer de venir dire ce qui en était, puis
ce qu'il a vécu, en fait, lui qui a dû être un peu à la fois une espèce de père-enfant, là. Donc, voilà, puis ben, c'est évidemment là, avec tout l'humour qu'on lui connaît. Donc, je me suis dit que ça allait être un incontournable, là, évidemment. Cette fois-ci, un roman peut-être un petit peu plus dramatique, sans l'être nécessairement, Nuit de combat de Myriam Toews. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut. On l'a connu avec Ce qu'elles disent de nous. Et là, elle revient en force avec un roman dans lequel il est question de 3 générations de femmes, donc en fait la grand-mère, la mère et la petite fille. On est du point de vue de la petite fille là, une grande partie du temps dans le roman. La petite fille a 9 ans. Et puis, elle vit dans une famille un petit peu dysfonctionnelle avec un père qui a décidé de s'éclipser plus jeune, puis une mère qui est enceinte mais dépressive. Donc, la petite fille doit constamment guetter les sauts d'humeur de sa mère pour être certaine qu'elle met pas fin à ses jours. Donc, ça a l'air assez dramatique, mais c'est abordé de manière innocente, un peu insouciante. Il y a comme une légèreté malgré le sujet qui est très dur. L'autrice elle-même, grand-mère, tenait à parler de ce qu'on transmet à nos enfants, puis de ce qui reste de notre bagage générationnel. Donc, elle tenait à raconter justement les événements peut-être un petit peu plus difficiles dans la vie de la famille, les suicides qu'il y a eu et tout, pour que ces enfants-là soient au courant, plus pour les informer que nécessairement les prévenir. Oui, aussi, ce qui est assez drôle dans le roman, c'est que sa grand-mère fait l'école à la maison à sa petite fille parce que celle-ci s'est fait mettre en dehors de l'école parce qu'elle s'est battue, encore une fois, avec d'autres élèves. Et puis, en lui faisant l'école à la maison, ben, finalement, elle lui raconte un peu sa vie à elle. Ça finit qu'elle lui raconte son histoire, son enfance difficile. Donc, c'est vraiment toute une question de la passation là, au travers des générations qui est présente dans le roman. Puis comme c'est une autrice qui a quand même été, qui a connu un grand succès avec ses précédents romans, je me disais que je ne pouvais pas vraiment passer à côté. Donc voilà. Je poursuis avec un roman que personnellement je trouve très très intéressant, N'ayant pas peur du ciel de Emma Hooper, qui avait écrit aussi Etta Otto et aussi Russell et James, si je ne me trompe pas. Qui avait aussi connu un grand succès avec ses précédents romans. Cette fois-ci, il nous revient avec quelque chose de complètement différent. En fait, on connaît bien la maison Alto pour leur côté un peu éclaté dans la littérature, un petit peu au bord de l'imaginaire, du réalisme magique. Cette fois-ci, on est dans quelque chose d'historique, mais avec toujours un souci d'une espèce de trame de fond un peu mystique. D'ailleurs, ça se passe au 2e siècle après Jésus-Christ, donc environ fin de l'Antiquité, aux confins de l'Empire romain, là, l'Empire romain. Puis, en fait, l'histoire commence et c'est une mère qui a accouché de 9 enfants, 9 filles, et un peu au bout de sa vie, elle demande à sa servante de les prendre avec elle et en fait de les apporter à la rivière pour s'en débarrasser. Elle va apporter en fait 7 enfants à la rivière parce qu'il y en a 2 qui vont être déjà décédés. Comme elle arrive là-bas, finalement, elle se rend compte qu'elle n'est pas capable de faire ça, elle n'est pas capable de faire ça, donc elle décide de plutôt donner ces enfants-là un peu à tout le monde, un peu à toutes les femmes du village. Donc, on va vraiment suivre le destin de ces femmes-là à chacun. Puis, c'est un roman qui est polyphonique parce que à chaque fois, la scène nous est racontée selon les points de vue qui changent, selon les personnages. Donc, chaque fille, justement, va raconter un peu son point de vue par rapport à ce qu'ils ont vécu. Et tout ça avec beaucoup de références mystiques. On est vraiment campé là, dans l'Empire romain de la fin de l'Antiquité. On sent ça dans la forme aussi. Il y a un petit côté... je peux pas dire ésotérique, mais il y a vraiment quelque chose là une ambiance qui plane là, sur ce roman-là. Je pense que ça va être vraiment... En fait, il est déjà assez populaire. Là. Il est sorti il y a pas longtemps, il y a une semaine ou 2. Puis déjà, il a connu des bonnes critiques et tout. Donc voilà, je vous le conseille. Je poursuis avec un roman vraiment différent des autres. En fait, c'est 12 arpents de Marie-Hélène Sarrazin.
Donc, en fait, l'histoire de ça, c'est on suit le personnage de Marine qui, au décès de sa grand-mère, se rend compte dans le testament de sa grand-mère qu'elle s'est fait léguer sa maison. Donc, une maison de campagne avec une petite fermette, un grand jardin, beaucoup de végétation, une voisine à proximité. Donc, vraiment un petit paradis terrestre. La chose, en fait, qui vient un peu perturber tout ça, c'est qu'il y a un projet de construire des condos, puis de faire un peu en sorte que le village devienne une banlieue qui plane. Donc, ça va un peu venir perturber là, l'ambiance au village, puis ça va venir finalement déranger la nature, puis tout le rêve qui était derrière cette nouvelle réalité-là. Donc, je pense que c'est vraiment un sujet qui est évidemment d'actualité, intéressant à aborder. Puis en même temps, il y a aussi, en fait, le roman est séparé en deux parce on recule 80 ans en arrière, lorsque la grand-mère était en vie et qu'elle-même connaissait une tragédie là, dans le même village parce que on menaçait de construire une traque de chemin de fer là, qui allait justement traverser le village et que les habitants s'étaient vraiment opposés à ça. Donc, toujours cette question-là de perturber l'ordre naturel des choses avec justement le fait de gentrifier. Là, puis, donc, c'est vraiment, je trouve, un roman avec beaucoup de douceur, en même temps que c'est un sujet qui nous touche tous là, de près ou de loin. Donc, voilà, je vous le conseille. Et je termine ma capsule en mentionnant seulement ces deux titres-là. Donc, Raviver les volcans de Véronique Talbot chez Urtubise et Tant que ce sera été de Marianne Brisebois. Pourquoi je vous en parle? Parce que je pense que c'est des romans parfaits pour l'été, mais pas que, là. Mais vous connaissez un peu mon amour de la chiclite puis mon amour des éditions Urtubise. Je les ai pas lus, donc en fait, ce que j'en ai lu dans les critiques ou autres, c'est que dans celui-là, il est question donc d'un jeune homme, Lucas, qui a un voyage de prévu en Indonésie. Il est supposé partir avec son cousin ou son frère, là, je sais plus trop, et finalement celui-ci se désiste. Donc là, en fait, il y a un autre personnage de femme qui débarque, là, évidemment, qui s'appelle Alex, qui a 30 ans et qui met un peu sa carrière sur pause, qui sait pas trop quoi faire, et là, elle va sauter sur l'occasion, elle va partir avec lui en voyage. Donc, est-ce que ça va être une relation qui va se transformer en amitié ou en amour? Mystère, il faut le lire pour le savoir. Donc, ça, je pense que ça va vraiment plaire là, aux jeunes et aux moins jeunes. Petit roman léger, parfait. Et dans la même veine, Marianne Brisebois, elle, on la connaît quand même bien. Elle a connu un grand succès avec Sauf que Sam est mort. Sauf que Sam est mort et Quelques solitudes qui est sorti en 2022, donc ça fait pas si longtemps. Sort avec une nouvelle série qui va être pour l'instant annoncée comme une série de 2 tomes. Donc voilà, c'est ce qui conclut ma capsule pour la salle de monde du mois de juin. Et on se revoit probablement à l'automne.